m'appelle Amani Chareto. Aujourd'hui, je suis reine. Une Candace, c'est comme ça qu'on nous appelle. Je règne sur l'un des plus grands empires qui ait jamais existé, le royaume de Kush. Mais tout cela, je le dois à ma mère, Amanirenas, une Candace elle aussi. Elle a vaincu les Romains, c'était une féroce guerrière. C'est son histoire que je vais vous raconter. Les Candaces, ce sont des femmes fortes, des femmes puissantes, des femmes d'autorité. They have the religious power and they are having also the political power at the same time. They participate in the war and they participate of the power of the king. Ce sont des femmes qui ont marqué l'histoire, d'autant que les adversaires en face étaient particulièrement puissants. Pour les Romains, il est certain que c'est un signe de barbarie que d'être dirigé par une femme. L'Empire couchite, il se situe au niveau, grosso modo, du Soudan actuel. Donc en fait, on est dans un espace de transition entre l'Égypte, qui est au nord, et l'Afrique subsaharienne, et en même temps, on est à proximité de toute cette partie dite de la Corne de l'Afrique, de la mer Rouge. On est également dans la continuité de l'axe de la vallée du Nil, qui est structurant pour une grande partie du continent africain. Et donc, du coup, on est vraiment dans un espace de navigation, dans un espace de transition, dans un espace de circulation. On est vraiment au croisement de plusieurs routes. If we need to speak about the geographic of the empire, we should divide this empire for the three main kingdoms. The first one is Kerma Kingdom, Nabta Kingdom, and the Meroitic Kingdom. Le royaume de Kush et le royaume d'Égypte ont été unis sous des pharaons noirs, comme on dit, entre 750 et 664 avant Jésus-Christ. Hein. Et on a donc toute une dynastie, la 25e dynastie d'Égypte, qui est composée de pharaons qui sont soudanais. Et assez curieusement, bien qu'ayant vaincu les Égyptiens, ils en ont adopté à peu près toutes les traditions, l'idéologie, la culture royale, l'art, etc. Ce n'est pas un empire, entre guillemets, anti-égyptien. C'est un empire qui est fondamentalement influencé par l'Égypte, mais qui va, d'une certaine manière, construire son propre modèle à partir de ces influences-là. C'est une sorte de leitmotiv qui va jamais quitter même les textes, les représentations des rois de Kush, qu'ils sont, en fait, ils ont la légitimité sur l'Empire d'Égypte. Et la deuxième chose, au niveau militaire, importante, c'est qu'en fait, le royaume de Méroé est sans cesse menacé. C'est une sorte de ruban le long du Nil sur plus de 1000 kilomètres. Il est sans cesse menacé par les incursions de tribus qui cherchent à se rapprocher des rives du Nil. Donc il y a ce problème. Hein. Au nord, c'est cette Égypte conquise une fois, rêvée tout le temps. Hein. Et au sud, c'est donc la bataille permanente entre le royaume de Méroé et puis ses turbulents voisins. Cette femme, c'est ma mère. Son nom, Amanirenas. Nous faisons partie d'une longue lignée de reines. Nous avons gouverné notre royaume avec poigne. Nous sommes des Candaces. Amanirenas is the one who has gained this fame about being a conqueror and a warrior. We know about Amanirenas by the Romance writers when you speak about the war between the Romans and the Kandaka Amanirenas in Aswan. Il la décrit comme une guerrière féroce, aveugle et qui guide elle-même ses armées. Pour les Romains, il est certain que c'est un signe de barbarie que d'être dirigé par une femme.
Ne te laisse pas faire. Sois plus rapide. Les Kandas, ce sont des femmes fortes, des femmes puissantes, des femmes d'autorité. If we compare between the power of the woman between Egypt and Marawi, we found like a little of different. Because in Egypt, the woman is present like the wife of the king. And just he like participated of the religion ceremony and care about the family and everything. But when we speak about the Merwetic, the queen in the Merwetic time, they participate in the war and they participate of the power of the king. Elles ont régné comme des hommes aussi ont régné. Elles ont fait la guerre comme des hommes ont fait la guerre. Elles ont défendu leur empire comme des hommes aussi l'ont défendu. Et donc en ça, ce sont des femmes qui ont marqué l'histoire. Parle, je t'écoute. La voie est libre, Majesté. Ce Romain, appelé Gallius, qui a été nommé préfet d'Égypte, est parti avec ses troupes en Arabie. L'Égypte est sans défense. Combien de soldats romains à la frontière? 3 cohortes, à peu près 1500 hommes. Les Candaces, bon, pendant assez longtemps, on a pensé que c'était peut-être les épouses et co-régentes, hein, c'est-à-dire dirigeant le royaume avec eux, des rois de Méroé. Hein. Et j'ai pu montrer, il y a quelques années, qu'en fait, la Candace est la mère du roi. Son pouvoir est donc celui d'une régente durant la minorité de son fils. Hein. Et la différence avec, par exemple, les régences qu'on a pu avoir en France, c'est que à la majorité du roi, elle reste une reine régnante. Fais immédiatement mobiliser 30 000 hommes. On doit attaquer maintenant. 30 000 hommes, Sa Majesté? Bien, ça se fera. Une mère, mais aussi et surtout une guerrière redoutable, prête à défier Auguste, l'empereur de Rome, qui règne alors en maître sur tout le bassin méditerranéen. Auguste va arriver effectivement avec une vision vraiment impériale et cela va forcément se heurter au pouvoir qui était présent dans cet espace méditerranéen. Donc on entre effectivement dans une logique de conquête un peu particulière à laquelle va se confronter l'empire couchite. Lorsque les Romains envahissent l'Égypte, les Couchites n'ont jamais entendu parler des Romains, enfin très peu. Hein. C'est quand même très loin d'eux. Hein. Ils étaient habitués aux Grecs, bien sûr, hein, qui gouvernaient l'Égypte à ce moment-là, par l'intermédiaire des Ptolémées, Cléopâtre, etc. Mais les Romains, ils les découvrent. Ils s'imaginent qu'ils vont peut-être finalement n'en faire qu'une bouchée. En fait, ce sont des adversaires extrêmement beaucoup plus coriaces, ils s'en rendent compte. Entre. Il s'appelle Publius Petronius. Suite à nos succès dans les villes de la zone frontalière, il semble qu'Auguste ait renvoyé Gallus pour le remplacer par cet homme. Rome va progressivement déployer des artilleries de plus en plus impressionnantes, de plus en plus lourdes, pour militariser son espace, pour militariser son empire et pour imposer ce qu'on va appeler plus tard la Pax Romana. C'est-à-dire que partout où Rome est présent, c'est la civilisation qui est présente, et la civilisation, c'est l'ordre et la sécurité. Et donc c'est comme ça qu'on entre vraiment dans ces logiques, je dirais, de choc des civilisations qu'on va retrouver jusqu'à nos jours, avec cette idée que la civilisation, c'est vraiment, comme on dira au moment de la conquête coloniale, les marchands, les missionnaires et les militaires. Soyez rassurés, Candace. Nos espions ont remarqué aucun mouvement à la frontière. Il semble
que ce nouveau préfet soit prudent et préfère éviter les conflits armés, ignorant tout de nos forces. Le premier acte de la guerre entre les Romains et Méroé, c'est en 25 avant Jésus-Christ, c'est cette révolte qui vient essentiellement d'une taxation excessive sur la partie du royaume de Méroé qui a été annexée par les Romains. Puisqu'il y a toute une série en fait de personnes qui sont agrégées à l'Empire romain à l'époque, qui sont spoliées par un système de taxes beaucoup trop fort, donc ça va créer un certain nombre de révoltes qui va légitimer en réaction la campagne d'Amanirénas. Eh bien, prince, qu'en penses-tu? De toute façon, ces Romains sont des faibles. Si vous m'autorisez à mobiliser 10 000 hommes, je retourne en Égypte. Et sous mon commandement, nous récupérons ce pays et ce trône qui nous ont été volés par des usurpateurs. La stèle que l'on connaît, qui est aujourd'hui conservée au British Museum, a été découverte par John Gerstang en 1914 dans le cadre des fouilles de Méroé de l'université de Liverpool. À l'entrée du temple, de chaque côté du pylône, se trouvait une stèle, l'une très bien conservée, qui est celle qui nous intéresse, celle dite d'Amanirénas et Akinidad, et puis la deuxième qui est en fait la suite, et qui était en très mauvais état. Il faut vraiment comprendre cette stèle comme étant un diptyque, c'est-à-dire un ensemble de 2 pièces, qui raconte, grosso modo, une expédition militaire de l'armée méroïtique vers la Basse-Nubie et le sud de l'Égypte, qui était à l'époque romaine. Alors la stèle est inscrite dans une langue, le méroïtique, qui est ma spécialité, qui est une langue qui n'est pas totalement déchiffrée. Donc on n'est pas capable véritablement de traduire cette stèle, hein, mais je l'ai travaillée et au moins on peut essayer de voir comment les phrases sont composées et le vocabulaire connu qui apparaît, notamment les toponymes. Et donc c'est grâce à certains mots de vocabulaire redondants, comme le terme de romain, comme le terme de souverain, comme le terme de prisonnier, etc., qui nous a permis de comprendre qu'il s'agissait ni plus ni moins que de la version méroïtique de la guerre entre Rome et Méroé, qui nous est par ailleurs décrit par Strabon, si on considère évidemment les sources romaines. Alors Strabon, c'est un des auteurs grecs qui a traité de la géographie. Il a vécu au 1er siècle de notre ère. À vrai dire, on ne connaît pas très bien sa vie. On connaît sa vie finalement que grâce aux allusions qu'il fait dans son œuvre géographique. Ce qui est très intéressant, c'est que la connaissance que Strabon a de l'Égypte est une connaissance directe. Il y est allé, il a accompagné le 2e préfet romain de l'Égypte, qui vient d'être... la préfecture d'Égypte a été créée par Octave, futur Auguste, précisément à cette époque-là. Et donc, il l'accompagne en fait dans un voyage en Égypte et probablement, il a vraiment parcouru toute l'Égypte, enfin en tout cas la vallée du Nil, d'Alexandrie jusqu'à Assouan. C'est quelqu'un qui, par défaut, va plutôt favoriser le point de vue romain dans cette histoire. De la même façon, d'ailleurs, que la stèle d'Amanirénas va plutôt avoir tendance à favoriser le point de vue méroïte dans cette affaire, puisque dans les 2 cas, on a affaire à de la propagande.
Cependant, pour un historien, c'est extrêmement riche parce que, pour peu qu'on sache lire entre les lignes avec un regard critique, ça nous donne un certain nombre d'informations extrêmement précises sur la manière dont les choses se sont passées, notamment sur le début de la campagne. Et toi, ma fille, quel est ton avis? Mère, je n'ai pas l'expérience de vos conseillers, ni du prince. Mais je trouve étrange qu'un conquérant comme Auguste, qui a conquis la moitié du monde, ne se venge pas de nos victoires sur un des territoires qu'il prétend contrôler. Ne pensez-vous pas que derrière ce calme apparent pourrait se cacher un piège ? Strabon nous dit que la reine Amanirénas prend la tête des armées. Il s'empare des villes de Sienne, d'Éléphantine, et déporte sa population en esclavage. Pendant que ma mère et mon frère défendent nos frontières, c'est sur moi que repose la sécurité du royaume et de l'ensemble de ses habitants. Des nouvelles de ma mère et de mon frère? Pas encore, princesse. Il faut patienter. En temps de guerre, les messagers mettent plus de temps pour arriver. Mais enfin, on ne sait même pas s'ils sont blessés ou morts. Princesse, les doléances vont commencer. Vous devez rester concentré sur cette tâche qui compte beaucoup pour votre mère. Pour elle, c'est dans ces moments-là qu'elle est en contact direct avec son peuple. Je n'y arriverai pas. Que vais-je bien pouvoir attirer à ces gens? N'ayez aucune crainte, princesse. Votre mère était aussi très jeune quand elle a reçu ses premières doléances. Et je suis là pour vous montrer. À Méroé, dans l'empire de Méroé, les fonctions sont exercées par des hommes. Et lorsque on étudie les textes funéraires, qui sont parmi les textes qu'on comprend le mieux, les hommes sont porteurs de titres, qui sont des titres administratifs, des titres sacerdotaux, donc des titres de prêtres, alors que les femmes sont à nouveau intégrées, en quelque sorte, elles représentent la famille, mais elles ne sont pas citées, ou très rarement, avec des titres. Des titres féminins, il y en a très très peu. Il y a des choses comme chanteuse dans les temples, chanteuse sacrée. Mais l'administration et la religion est entre les mains des hommes. Princesse, je suis le contremaître responsable de la construction des temples au sud de la ville. Je viens parler au nom de tous les ouvriers. Nous avons entamé une grève pour protester contre le retard de paiement de notre salaire. Et toi, qui es-tu? Au niveau du pouvoir, il y a 3 structures importantes. Vous avez le clergé, qui est en général dédié à Amon, qui a un pouvoir non négligeable, notamment sur la gestion des trésors dans les temples, et qui gère le culte. Très important, parce que le culte, c'est ce qui permet de légitimer le pouvoir du roi, qui est considéré comme le fils d'Amon-Ré. Donc du coup, il faut que le culte soit administré correctement et qu'il ait une proximité avec le deuxième élément de la structure sociétale, c'est le pouvoir politique. Donc en l'occurrence, c'est le souverain, la Candace, etc., qui eux vont centraliser un petit peu ces différentes fonctions. Et puis le troisième élément qui est le militaire. Donc là, vous avez un petit peu les 3 branches du pouvoir au plus haut du sommet. Ensuite, il faut s'imaginer qu'il y a une couche intermédiaire qui correspond à une administration, qui peut être centralisée à Méroé et aussi éclatée dans les provinces, notamment en Basse-Nubie, où on a clairement la preuve de potentats locaux qui gèrent au nom du pouvoir central des secteurs entiers, en fait, des zones éloignées de l'Empire. Princesse, je suis le haut fonctionnaire responsable de ce chantier. Je viens aujourd'hui auprès de vous protester contre cette accusation de vol. Je les ai payés en début de mois, en légumes et en grains. C'est faux! Et aujourd'hui, s'ils n'ont plus rien à manger, est-ce de ma faute? Ils n'ont qu'à tout simplement se remettre au travail. Tu en dis quoi? La moitié des aliments qui nous ont été donnés étaient pourris et nous avions dû les jeter. Et nous soupçonnons ce fonctionnaire de prélever à son profit personnel une partie de notre salaire. Et puis enfin, il faut parler du dernier étage de la fusée, si j'ose dire, c'est-à-dire la population elle-même,
qui vit avec une économie semi-pastorale et agricole, et qui est semi-nomade également. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, on est plutôt face à des gens qui se déplacent toute une partie de l'année, de ville-étape en ville-étape, pour vendre leurs biens et leurs denrées et restocker, et ensuite repartir dans une économie pastorale. Dans les villes, on a plutôt la classe moyenne supérieure et les structures étatiques en place. Et donc on est vraiment dans le schéma d'une société à la fois semi-pastorale et agricole, hein, avec probablement une espérance de vie relativement courte, et puis analphabètes aussi, hein, qui n'ont pas accès, c'est des gens qui savent ni lire ni écrire. Cet homme t'accuse donc de vol. Si les faits sont réels, la loi est claire. La sentence, c'est l'amputation des mains. Par contre, si tes accusations sont fausses, c'est toi et tes ouvriers qui seraient accusés de vol, avec la même sentence. Pour confirmer ou infirmer ces accusations, nous allons devoir ouvrir une enquête qui va impliquer des témoins, vos collègues ou vos proches, ta femme, tes enfants. La princesse va devoir leur faire subir des châtiments pour valider leur témoignage. Mais pour cela, vous allez devoir porter plainte. Toi pour vol, toi pour diffamation. Yes, there have been some excavations in the ordinary people graves, but and usually the graves during that time would tell a lot because there are many objects that you might find in some of the graves, like the weapons, like some of the jewelry. It's not necessary to be gold, of course. They could be beads from different materials that have been created at that time. It can tell you something about what they wear, for example, and what they use, type of instruments or objects they use for agriculture, for example. In general, we can say that some of them might have been craftsmen. Others, of course, they are herders, and we have pastoralists roaming the empire, and we have some of the farmers, of course, in the area. But we cannot tell a detailed picture about what has been at that time. C'est la raison pour laquelle l'archéologie a une place tout aussi importante en fait dans ce qu'on appelle la nubiologie, qui est cette discipline consacrée à la vallée du Nil moyen, parce que c'est par elle et par les fouilles archéologiques qu'on peut d'une part retrouver éventuellement de nouveaux textes, mais d'autre part comprendre des éléments qui de toute façon ne sont peut-être jamais mentionnés dans les textes, c'est-à-dire le quotidien des gens. Ne vous en faites pas. Ce n'est que le début. Vous avez toute la journée pour vous entraîner. Si tu étais mon ennemi et que je t'avais vaincu, ta tête serait le meilleur des trophées. Mais tu es mon fils, un soldat courageux qui a combattu et vaincu. Tu vas donc rapporter ce trophée avec moi pour montrer à notre peuple que même Rome plie le genou devant moi. La tête d'Auguste en bronze, qui est aujourd'hui conservée au British Museum et dont il y a une copie au musée de Khartoum, a été retrouvée sous le seuil d'un temple dans la capitale à Méroé, qui est un temple dédié à la victoire contre Rome. La statue a été pillée et tout de suite enterrée, de façon à ce que, selon une symbolique orientale bien connue et égyptienne notamment, hein, on foule au pied l'ennemi en pénétrant donc à l'intérieur du temple. Emporter la statue de César, c'est en quelque sorte mettre fin à la domination romaine sur cette zone-là. C'est aussi une façon de dégrader l'image d'un adversaire et surtout d'en faire un objet de légitimation de son propre pouvoir pour fédérer les différentes forces politiques qui animent l'empire de Méroé. Les Méroïdes vont se retirer, et là, la guerre entre Rome et Méroé va véritablement exister en tant que conflit d'État à État, et où là, le but, ça va être de trancher la question de la limite
de l'Empire romain et de l'Empire méroïtique. Quand Petronius donc, attaque le territoire Kouch pour reprendre le contrôle, il détruit notamment Napata et il dit que Strabon dit que le fils de la reine s'était enfui de cette ville. Ma mère et mon frère avaient fait tomber la tête d'Auguste, mais les Romains n'allaient pas en rester là. Petronius et son armée allaient bientôt reprendre du terrain, nous obligeant à battre en retraite. Mère! Vos blessures sont graves. Ne t'inquiète pas, ma fille. Il faut accepter notre défaite et se rendre. Sinon, nous serons tous massacrés. Jamais. Nous défendrons le palais jusqu'à notre dernier souffle. Faites réunir les hommes qui restent pour un ultime assaut. Sors. Mais Candace! Je demande de sortir. À un moment donné, Petronius décide de ne pas aller au-delà, puisque le terrain ne lui paraît pas très viable, en fait. Donc je pense qu'il ne souhaite pas s'engager au-delà. Et donc il rentre, en fait, dans les limites de l'Égypte romaine. Candace, Oui, mon fils. j'ai suivi vos ordres. J'ai placé tout ce qu'il me restait d'hommes aux portes de la ville pour résister. Nous étions prêts à donner notre vie pour défendre le palais. Et alors? L'ennemi n'a jamais attaqué. Et ils viennent de repartir. La ville est sauvée sans que nous ayons eu à verser la moindre goutte de sang. La campagne s'arrête en 24 avant Jésus-Christ, d'après ce que nous dit la stèle d'Amanirénas. Et on a l'impression, en confrontant les deux sources, c'est-à-dire celle de Strabon et celle de la stèle d'Amanirénas, qu'en réalité, on a plutôt affaire à une semi-victoire ou une semi-défaite des deux côtés, puisque les deux le célèbrent. Et donc, du coup, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à l'époque et pendant l'Antiquité, célébrer une défaite, ça ne se fait jamais. Par contre, une semi-victoire ou une semi-défaite, on va le présenter comme une victoire d'importance. Si les Romains en parlent, si les Méroïtes en parlent, ça signifie donc qu'il y a une espèce de compromis qui a été trouvé entre les deux parties. Nous avons parié sur le fait qu'Auguste ne voulait pas de cette guerre. Elle est très loin de nous. Trop loin. Et il a sans doute un besoin précieux de son armée pour des ennemis beaucoup plus proches de lui. On a réussi à envoyer une ambassade négocier directement avec lui. Soit il signait un accord qui nous rendrait notre territoire et qui garantissait la protection de nos frontières, soit nous aurions combattu jusqu'au dernier et il aurait perdu des milliers d'hommes pour gagner notre cité. Quand vous êtes capable de défendre votre territoire face à un ennemi, l'ennemi peut vous reconnaître finalement comme son égal. Vous rentrez dans un rapport de force. Et c'est du fait précisément de résister à l'adversaire que cet adversaire-là nous reconnaît une existence politique et diplomatique. Donc dans le cas de l'Empire couchite, il y aura effectivement un conflit, une guerre, et aussi des éléments liés à des traités de paix, des traités commerciaux, etc., pour tenter, je dirais, de passer, à un autre type de relation. Notre pari était gagnant. Auguste a accepté toutes nos demandes et a lui-même garanti notre protection, sans que nous ayons à lui prêter allégeance. Ta sœur, bien modeste, quand elle dit que nous avons élaboré ces stratégies ensemble, en réalité, tout le mérite lui revient. Elle a sauvé notre empire, sans verser la moindre goutte de sang, et sans que notre pouvoir soit diminué en quoi que ce soit. Une fois que le traité de paix est signé, les conditions pour l'Empire de Méroé sont relativement favorables. Il n'y a pas de tribut à payer, on remonte la zone frontalière pour laisser en fait, le territoire méroïte intègre. Et donc du coup, tous ces éléments-là nous indiquent, encore une fois entre les lignes, que la situation est plutôt le fruit d'un compromis bien compris entre un Auguste qui voulait s'étendre jusqu'à Méroé, mais qui n'en a pas les moyens, ou en tout cas plus autant qu'avant, et un empire méroïtique qui finalement n'est pas si mécontent que ça de s'arrêter
à peu près à la zone du Wadi Alpha, qui est la frontière la plus ancienne du monde et qui est toujours active aujourd'hui, de façon à pouvoir développer le commerce et se connecter au bassin méditerranéen. Et pour les Romains, c'est une source de pouvoir stable qui leur permet de les approvisionner en produits exotiques. Parce que Méroé avait énormément à offrir, tant en termes de peau de bête qu'en termes d'or, qu'en termes de pierres précieuses, etc. Mais Rome également, tant en termes de cadeaux diplomatiques, de travail du verre, etc. Et qui permettra en fait d'avoir des siècles de paix entre les deux parties. Il n'y a pas eu de tentative de remettre sur le métier un autre conflit qui permettrait de redéfinir les zones frontalières. Asseyez-vous, sauf toi. J'ai une surprise pour toi. Ce qui est assez étonnant, c'est que Amanirenas, lorsqu'elle meurt, n'est pas remplacée par le prince Akinidad. Le prince Akinidad continue d'être le prince d'une nouvelle Candace, qui est Amanichareto, et dont on imagine qu'elle doit être en relation familiale avec elle, même si c'est pas très très clair. Mon fils, tu es un guerrier exceptionnel. Et tu seras un grand général d'armée, comme tu l'as été sous mon règne. Mais ta sœur s'est montrée digne du trône dont elle hérite aujourd'hui. Elle a sauvé notre empire et notre dynastie. Il semblerait qu'Akinidad soit mort, soit été disgracié, ce qui m'étonnerait, puisque en fait, par la suite, Amanichareto est cité absolument seul. Donc, on sait qu'il est associé au pouvoir d'Amanichareto au début du règne de cette Candace, et très très vite, il disparaît. Ce qui est assez étonnant, c'est que les deux Candaces se succèdent. Or, il semblerait que une Candace, en fait, soit la reine-mère, à l'origine, et qui exerce son pouvoir en même temps que le fils, durant la minorité de son enfance, si c'est le cas, et puis ensuite avec lui. Enfin, ce qui est certain, c'est qu'on est dans une époque qui, en gros, court de 25 avant Jésus-Christ et qui va aller jusqu'à la moitié du 1er siècle de notre ère, où on a des reines qui se succèdent et très peu de rois. Par exemple, vous avez un triptyque qui est Amanirenas, Amanichareto, Amanitore, où là, on a quand même l'impression d'une succession relativement claire et établie, qu'il s'agirait de comprendre. On sait qu'il y a une période, effectivement, où on a eu une succession de femmes assez importante, mais les éléments ne permettent pas de dire que le pouvoir se transmettait en tant que tel de mère en fille. On peut aussi penser que le pouvoir se prenait, c'est-à-dire que des femmes prenaient le pouvoir. One would come and ask a question about how they got this power and why at this time. Actually, the females in the Merwetic kingdom and before that in the Nabatan period, during the Nabatan period, they were very strong. And we know that some of the kings, for example, they won't be coronated as being kings without, for example, their mothers attending and being part of the ceremonies. And sometimes even those wives or sisters, as we call them, royal wives and royal sisters and royal mothers, they would even participate in the ceremonies that is supposed to be done by the priests themselves. So they are part of showing that they have the religious power and they are having also the political power at the same time. Ce n'est pas parce qu'une femme monte sur le trône qu'on peut parler d'une royauté matriarcale. Il faut clairement le dire. C'est le souverain qui garde les prérequis administratifs et religieux. Bon, par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a définitivement, et contrairement à l'Égypte, un élément majeur matrilinéaire dans la succession. Ça, c'est très clair. Certes, les femmes n'exercent le pouvoir que dans le cadre de la Candace, mais en revanche, c'est elles qui transmettent l'héritage, et pas seulement l'héritage matériel, mais aussi les titres et surtout la royauté. Un roi ne peut être roi que s'il est fils d'une reine, et ça c'est une constante
pas seulement de l'empire de Méroé, mais de toute la région soudanaise. Puisque à l'époque chrétienne, en gros entre 500 et 1500 de notre ère, eh bien le pouvoir passait également par les femmes. Malgré notre puissance et le rayonnement de notre royaume, notre civilisation allait connaître le déclin. Et ce n'est que des siècles plus tard que mon histoire refera surface au gré du temps. C'est un certain Caillot, Frédéric Caillot, un minéralogiste de Nantes, qui est le premier à découvrir Méroé. Et donc il est accompagné d'un dessinateur, Pierre Le Torzec, qui va dessiner donc les différents monuments archéologiques découverts donc lors de cette expédition qui se situe en 1820-1821. Et le livre va paraître sous le titre de Voyage à Méroé en 1826. Donc, et là, on y voit la pyramide de la reine Amanichareto, qui est une pyramide absolument magnifiquement conservée. Elle fait 30 mètres de haut. Elle a cette forme très aiguë des pyramides méroïtiques, qui ont un angle, une pente beaucoup plus importante que les pyramides égyptiennes traditionnelles. Et donc, la première fois qu'elle apparaît dans notre littérature, en quelque sorte, elle est vraiment en parfait état de conservation. Et puis, en 1830, permission est demandée par un médecin italien qui s'appelle Giuseppe Ferlini, de pouvoir faire des fouilles. Alors, les fouilles, à l'époque, c'est quelque chose qui est pas délicat. En fait, il a simplement payé des ouvriers pour démonter pierre par pierre l'ensemble de la pyramide de la reine Amanichareto, les 30 mètres de la pyramide de la reine Amanichareto. Et il a découvert un trésor dans une sorte de chaudron qui était absolument rempli de bijoux. Look at the jewelry of Queen Amanichareto. That means she has the power to bring good craftsmen, blacksmiths, and good jewelry makers who can also make all this beautiful ornamented jewelry for her. On a une déesse qui est représentée debout avec 4 ailes. Et c'est la déesse Mout, en fait, qui est une divinité, pareil, un peu patronne des reines et des Candaces, qui est héritée, en fait, de la cosmogonie égyptienne, mélangée à des registres décoratifs du bassin méditerranéen avec une influence romaine assez forte, et puis un artisanat local de très haute volée, en fait, qui lui-même développe ses propres codes. The jewelry is in normal way for the Kandakas or for the queen of the historical time. It's not just something for the accessories. It's kind of linked with the gods that they believe about it in this time and how the gods support this queen to rules this country and how this god worked to protect this woman in their life and afterlife also. Le dieu le plus important, c'est certainement Amon, qui est grosso modo la divinité patronne des souverains méroïtes, sans laquelle ils ne peuvent être légitimés sur le trône. Donc ils ont besoin donc c'est le fameux Amon qui, sous sa forme de bélier, avec la corne enroulée autour de l'oreille, qu'on trouve dans les allées des temples d'Amon, justement à Naga. Mais par ailleurs, il y a aussi des créations locales de nouveaux dieux, comme Apédémaque, par exemple, la figure du serpent à tête de lion qui émerge d'une fleur comme de lotus, comme ça. On voit bien avec tout ça qu'on a un vrai souci, en fait, de donner une cohérence à toute cette cosmogonie qui mélange à la fois tradition méditerranéenne et création locale. Un trésor, symbole d'un empire à son apogée, que ma fille Amanitore reprendra avec son fils Natakamani.
Les deux ensemble vont régner et vont absolument couvrir de temples l'ensemble du royaume de Kouch. Manitoré, et même Amanirenas d'ailleurs, et toutes les Candaces après elle, ont célébré à travers leur image, cette image à la fois de reine-mère qui assure l'intégrité du territoire et sa fertilité et sa richesse, mais également ses capacités guerrières et de protection. Mais par contre, Amanitoré porte cette figure au fait de sa puissance à travers différentes représentations architecturales. On a parlé du temple du lion à Naga, par exemple, où Amanitoré est représenté à l'égal de son fils Natakamani, le temple lui-même étant structuré comme une légitimation du pouvoir royal par les dieux, la partie nord étant dédiée à la féminité et à l'Égypte, la partie sud étant dédiée à la masculinité et à Kouch. Les deux parties se rejoignent à l'arrière du temple avec le dieu patron des Méroïtes, Apédémak, qui légitime en soulevant le coude des deux souverains la légitimité royale sur le territoire, à la fois à la reine Amanitoré et à la fois au souverain Natakamani. Et donc les deux sont considérés en miroir, comme ça, de la même manière, dans la scène du massacre des ennemis sur le fronton du temple. Les vestiges de cet empire sont d'une part effectivement pillés, éparpillés, et en même temps les fondations de cet empire sont encore en grande partie explorées, c'est-à-dire que c'est un paradis des archéologues, le Soudan aujourd'hui. Still the virgin land to the discovery about everything. We just in the first step about all this. Il y a des régions entières du territoire qui nous sont inconnues. Par exemple, le Darfour, le Sud Kordofan, la mer Rouge. C'est juste qu'on n'est pas assez nombreux pour gérer ce patrimoine. C'est d'abord pour des moyens logistiques et humains qu'on a des pans entiers de l'histoire du Soudan qui nous échappent. Méroé, si vous y allez aujourd'hui, vous avez deux sites en fait. Vous avez le site de la ville, au bord du Nil, et les pyramides, toutes les nécropoles en général se trouvent à l'extérieur, dans le désert. Alors aujourd'hui, c'est un endroit extrêmement romantique, puisque les pyramides, qui sont en grès noir, surgissent de sable orange, donc il y a c'est très très beau, mais il faut savoir que ce sable est relativement récent, et que même s'il est très beau, il est extrêmement dangereux, parce que les tourbillons pénètrent à l'intérieur des chapelles et effacent les restes des gravures, et donc ce sable qui est très beau, en fait, c'est quelque chose de très nocif. La fin de Méroé est très très discutée. Ce qu'il faut envisager, c'est que l'empire de Méroé n'a eu besoin de personne pour s'écrouler. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. On est plutôt face à une espèce de déliquescence progressive, un petit peu comme on le voit dans la totalité des empires, en fait, où la chose devient trop grosse pour être administrée correctement. Il y a des problèmes de remontée d'impôts, il y a des problèmes de gestion du pouvoir, il y a des problèmes économiques, en fait, qui font que l'empire n'arrive plus à asseoir son autorité sur différentes chefferies locales qui vont reprendre une part de leur indépendance de manière progressive et puis arriver à une forme d'autogestion qui va amener à la chute progressive d'un empire qui n'a plus les moyens de ses ambitions. Ce ne sont pas les Candaces qui ont conduit à la fin de Méroé. Au contraire, c'est sous le règne de ces femmes-là que Méroé, que Kouch a atteint un certain niveau de pouvoir, de puissance, d'autant plus important que les adversaires en face étaient particulièrement puissants. Mais si notre royaume s'est éteint depuis plusieurs siècles maintenant, la figure de la Candace subsiste et perdure dans les consciences et les imaginaires. Les femmes ne viennent pas en seconde position. Depuis le coup d'État de Bachir en 89, nous, les femmes, on a toujours été actives. On a eu des martyrs,
On a participé à des actions, à des sit-ins pour revendiquer nos droits. One of the slogans of the 2018 revolution, our grandmother is a Kandaka. This is really very symbolic and very important. It's something that created unity among people, that we are the descendants of the Kandakas. La figure de la Candace a été convoquée, notamment sur les réseaux sociaux, dans le cadre des manifestations, où on a réactivé cette figure de la Candace qui est encore très prégnante dans la société soudanaise. Et ce qui est convoqué là, c'est, dans le cadre des manifestations, c'était véritablement d'une part l'importance des femmes dans l'aspiration démocratique du Soudan, et d'autre part, cette espèce de figure comme ça d'autorité qui fait consensus auprès de tout le monde et qui va avoir un poids dans l'imagerie politique de la révolution. لا بنات نسائي لا بنات مهنيات خريجات معظمهم مهنيات بس نحن دايما ننظمهم كيف يعني كيف ننظم الشابات. When we see the photo of Ala Salah, it's back to our memory the grandmother in every house, in Sudanese house, that in the city or in the village. The traditional dress, the shouting, the calling for the freedom and everything. When you see the females in the front lines in the revolutions, and to see how they are very courageous, and to see how they are not afraid of anything, and to see how they can even return the bomb gas back to the police force or whoever are there, you can feel that, you can see that we are just a sort of retrospect of what has been going into the country since thousands of years ago. We remember the Kandakas like the great queen that have a rule and the power in the Meroitic time, and how they defend about their land and how they support the families and support the political system in their kingdom. We do not need to compare ourselves to what is going on in Europe or in Americas. We have our own legacy, we have our own culture, we have our own traditions, and in these traditions we know that how the female have been strong and how she played an important role in the family and in the general affairs in general. Il y a d'un côté l'Empire de Kouch, qui a son histoire sur 9-10 siècles, et puis il y a d'un autre côté vraiment les Candaces, qui ont pour moi une signification qui va vraiment au-delà du simple empire de Kouch, qui est vraiment, entre guillemets, universel.